On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemac.com le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, on va revenir sur l'attitude d'Apple envers les développeurs, envers l'App Store, la machine arrière toute, tous les détails. C'est dans le sommaire. On refait le Mac. Vouloir tout contrôler, tel est le reproche fait à Apple. Pas facile pour un éditeur ou un développeur d'application de faire ce qu'il veut s'il souhaite être présent sur l'iPhone. Son travail doit être validé par la pomme pour être publié et surtout les outils qu'il utilise doivent être ceux certifiés par Cupertino. C'est ainsi que Flash est prié d'aller voir ailleurs que sur l'iPhone. Une politique qui vient soudainement de s'assouplir. Apple fait machine arrière toute comme si elle craignait un retour de flamme. Alors pourquoi ce revirement ? C'est le sujet de cet On refait le Mac. On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Alors, pour parler un petit peu de la machine arrière toute et d'un Apple un peu plus coulant avec l'écosystème iPhone, deux invités que vous connaissez déjà dans Refait le Mac. Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué et qui écrit maintenant des news sur Refait le Mac, des billets, c'est de toute beauté. Bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier, on peut pas encore parler de pluriel, j'ai publié une news. Voilà, et je m'attaque à la deuxième. Plein d'autres. Ouais, on verra ce que ça donnera. C'est pour t'inciter à travailler. Il y a ma droite Rodrigo Sepúlveda-Schultz qui est un investisseur de la nouvelle économie. J'aime bien l'amener comme ça parce que ça me rappelle des bons souvenirs à la nouvelle économie, mais ça s'appelle plus comme ça. Qui est un observateur attentif des nouvelles technologies, chroniqueur à LCI Radio dans l'émission French Connection et qui est un utilisateur depuis de longue date de Macintosh. Ça va bien Rodrigo ? Ça va pas mal. Mon premier Mac, c'était un PowerBook 230 avec un écran noir et blanc, si vous vous souvenez. Cela ne nous rajeunit pas. Et je voudrais saluer l'arrivée de Monsieur X sur Twitter. Il a au moins publié 5 billets d'humeur de 140 caractères. Ouais, alors son pseudo, mais s'affiche en bas de l'écran là. Ça s'appelle The True Mr. X, le vrai, The Real One. Messieurs, donc on va parler un petit peu de la machine arrière toute d'Apple. Comment peut-on expliquer ce revirement alors qu'Apple était pointé du doigt ? Souvenez-vous, on avait fait au printemps et juste avant l'été 2 émissions dans Refait le Mac sur ce thème-là. Pourquoi Apple s'était monté aussi sévère envers Flash ? Pourquoi Apple s'était montré aussi intransigeant sur l'acceptation des applications ? On avait carrément titré, souvenez-vous, Apple le nouveau Microsoft, et puis là, ils assouplissent les règles. Comment on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'Apple soit un peu plus coulant ? On va peut-être commencer avec Monsieur X ce soir. Moi, je vais donner mon point de vue, non pas sur la partie techno, peut-être que pourrait le faire, mais plutôt sur la partie, on va dire, du droit qui est attaché à cette histoire. Dans tout ce qui est droit de la concurrence et droit antitrust, il y a toujours 2 choses qui sont en balance. Est-ce que l'entreprise qui est incriminée effectivement fait quelque chose de mal ? Ça, c'est le premier paramètre qui est pris en compte. Et puis le deuxième paramètre qui est pris en compte, c'est la probabilité que cette chose potentiellement mal qu'aurait fait Apple nuise à sa concurrence. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'Apple, en termes de capitalisation boursière, est devenue la 2e entreprise au monde. Il reste plus que ExxonMobil à manger devant elle. Et donc, toute action qui, de la part d'Apple, vise à limiter l'accès à un marché ou à contraindre des gens à utiliser une technologie plus qu'une autre, a des risques vraiment de changer la donne parce qu'Apple est devenu un géant, hein. Tout secteur confondu. Et Apple s'est retrouvé avec, en même temps, de chaque côté de l'océan, 2 investigations à la Commission européenne et à la FTC côté américain. Vu qu'ils sont la deuxième... qu'Apple aurait peur de poursuites en matière d'abus de position dominante, tu penses je pense que le cas Apple ne serait pas jugé de manière favorable, quelle que soit leur faute, parce que leur poids économique en tant que 2e société du monde aujourd'hui est tellement important que chaque mouvement qu'ils font est très très surveillé et peut avoir un impact. Donc ils sont un petit peu coupables d'entrée de jeu ou regardés d'un œil très très sévère, beaucoup plus qu'il y a quelques années quand on essayait de les juger pour abus de position dominante avec iTunes par exemple.
Rodrigo, est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui, Microsoft, c'est freudien, Apple justement a des relents d'un Microsoft des années 80 et là ils se rendent compte que peut-être qu'ils ont été un peu trop loin à vouloir toujours avoir le dernier mot et passer au scanner toutes les applications qui doivent être validées, si bien que parfois eh bien, les développeurs étaient un petit peu entravés dans leur liberté. Rodrigo? Je ne crois pas en fait. Rien ne doit obliger l'industrie à accepter la technologie de quelqu'un d'autre. En particulier si ce quelqu'un d'autre a une situation de monopole. Flash tourne aujourd'hui sur à peu près 98% des ordinateurs connectés à Internet et il n'y a pas de raison qu'on accepte Flash plutôt qu'un autre. Mais il n'y a pas de raison non plus qu'on ne l'accepte pas. Alors voilà, maintenant la question est pourquoi on ne l'accepte pas, et je crois que ça s'est joué peut-être sur un autre tableau. Si on refait l'historique un petit peu des smartphones, ces téléphones un peu plus intelligents que ceux qu'on avait auparavant, vous vous souvenez, c'était des noirs et blancs, les Nokia 3300, le multimédia est arrivé essentiellement sur Docomo au Japon, sur une version de Flash. Et ça permettait à toute panoplie de développeurs de sortir des applications très simples, très rapides, mais très riches et multimédia. Beaucoup de jeux notamment en Flash, déjà à l'époque. Et beaucoup de jeux. Sur les autres smartphones, c'est extrêmement limité. On était en développement Java, voire du C, sur le Palm, mais très très peu d'applications. Donc peut-être Apple s'est dit, je veux pousser mon environnement personnel, donc sur Xcode et Objective-C, et maintenant ils ont une base installée suffisante avec 250 000 applications, une base de développeurs suffisante, c'est-à-dire que leur part de marché est faite et que finalement que des développeurs Flash qui étaient à l'époque les cadors ne sont aujourd'hui plus que des minoritaires par rapport aux développeurs iPhone. Donc finalement la concurrence de Flash leur ferait moins peur aujourd'hui et finalement ils s'en ficheraient aujourd'hui par rapport à il y a 3 ans ou 4 ans quand l'iPhone est sorti. Ce qui est amusant, c'est qu'au moment où l'annonce a été faite d'Apple donc d'assouplir ses règles sur l'App Store, l'action d'Adobe a flambé. Ça montre que ça a une incidence directe. On parlait il y a quelques mois dans cette émission que derrière ces manœuvres, il y a eu une manière aussi de mettre de côté Flash, parce que c'est aussi le standard de la publicité sur Internet. Le fait qu'on ne puisse pas lire de bandeau Flash sur son iPhone, le fait qu'on ne peut pas lire les publicités Flash sur son iPhone et plutôt la publicité du système d'Apple, à savoir iAd. Qu'est-ce que vous pensez de ce raisonnement? Est-ce qu'il tient encore la route quelques mois plus tard? Alors, moi je crois que oui. Apple se bat contre Apple au moins sur 2 fronts. Contre Adobe. Le premier c'est sur la vidéo, sur Adobe au moins sur 2 fronts. Le premier est la vidéo en ligne. Apple a une technologie concurrente, ou en tout cas un standard qu'ils ont développé, qu'ils ont poussé, qui s'appelle le H264, et qui est de meilleure qualité, que supporte le Flash. Aujourd'hui, quelques années plus tard, Flash 10 supporte les deux nativement, et la bataille du codec, quelque part, a été perdue par Adobe. Donc le premier chantier, effectivement, c'était sur la vidéo, on se bat sur 2 standards. Le deuxième, tu as raison, sur la publicité, Apple a envie de se lancer sur le marché de la publicité, qui est un gros marché. Le marché de la publicité dans le monde, c'est à peu près 500 milliards. La télé, c'est un petit peu moins de 200 milliards. Internet, aujourd'hui, on est à 40 milliards. Mais le marché le plus en croissance sur la publicité, c'est le mobile. Et en termes de temps d'attention, les gens, là où ils passent le plus de temps, à l'époque, c'était l'ordinateur, mais le mobile a pris une part extrêmement importante. Et donc peut-être que Apple s'est dit, moi, je ne vais pas laisser quelqu'un venir manger la laine sur le dos, ou me couper la laine sur le dos, et je vais me lancer moi-même. Il y a aussi un autre phénomène, je ne sais pas si vous avez remarqué, on en avait parlé déjà dans des précédents On refait le Mac, c'est qu'entre-temps, les ventes d'Android se sont un petit peu envolées, notamment aux États-Unis, où il se vend plus d'Android aujourd'hui que d'iPhone. Bon, il y a d'autres raisons qui peuvent expliquer cela, et qu'aujourd'hui, il y a un petit peu, pas le faux lac, mais on commence à se rendre compte qu'Android était un concurrent sérieux au sein d'Apple, et qui séduit les développeurs. Alors après, sur Android, Olivier... Pour revenir à la part de marché qui galopante. Ouais, part de marché, je sais pas. Moi, j'ai une vision de ce que je vois au quotidien dans mon travail, qui est assez simple. Hein. Depuis début 2010, donc ça fait quand même une petite année maintenant, on le voit pas encore tout à fait dans le nombre d'applications ou dans la richesse applicative qui est proposée sur Android. Mais depuis 2010, les investissements en termes de développement
se font dans les entreprises à parité entre iPhone et Android, voire dans certaines entreprises que je connais bien, il y a plus d'investissement qui est fait sur la plateforme Android que sur les plateformes Apple. Et donc les Pour versions... quelle raison, Monsieur X? C'est-à-dire, Très simple. Pour des raisons... Très simple, mettre de la concurrence en face d'Apple, point barre, puisque... C'est-à-dire que l'attitude d'Apple comme ça, de validation un petit peu touchy des applications, au début ils ont mis du temps, et puis après des fois ils retoquaient les applications, on ne savait pas trop pourquoi. Ça a vraiment énervé beaucoup de grands éditeurs, de grands développeurs. Absolument. Donc aujourd'hui, mettre le paquet plutôt sur Android. Absolument. Donc il y a beaucoup de gens qui mettent le paquet sur Android, même la priorité sur Android. Ils n'en tirent pas bénéfice tout de suite parce que le parc de smartphones installés Android n'est pas encore énorme, mais il grossit rapidement. On sait aussi que les opérateurs vont favoriser la plateforme Android rapidement, c'est-à-dire à Noël. Que j'allais vous dire, et puis les conditions de la marketplace pour les éditeurs d'applications sont bien meilleures côté Android que côté Apple. Ça durera peut-être pas, hein, mais en attendant, ça leur permet d'avoir deux fers au feu et de ne pas avoir uniquement Apple en face d'eux qui régente leur vie, puisqu'ils régentent la manière dont ils développent, le pourcentage de revenus qu'ils peuvent avoir, et si leur application est bonne ou pas, et on peut parler de marchés qui sont peut-être pas très très populaires chez Apple, mais qui au global rapportent beaucoup d'argent, notamment tout ce qui concerne la pornographie, qu'elle soit light ou qu'elle soit hard. Donc plus de liberté et plus d'argent à faire sur Android. Ce point sur la pornographie, sur le sexe en général, c'est Apple, c'est assez symptomatique de la crispation et du côté un peu crispé d'une manière générale d'Apple envers les applications. C'est-à-dire, voilà, ils décident, on le voit sur certaines bandes dessinées par exemple, ou certaines œuvres littéraires, ils demandent à retirer certaines scènes, quoi. Ouais, alors avec un filtre plus ou moins efficace, hein. Moi j'ai fait un test un jour pour me rendre compte. Je suis allé sur l'iTunes Store pakistanais parce que vous savez par exemple que vous pouvez aller que vous pouvez aller sur tous les iTunes Store, et vous verrez que le filtre marche pas toujours sur l'iTunes Store pakistanais à l'heure où on parle en ce moment. Il y a une application d'une société allemande qui a un mannequin virtuel en 3D qui fait un striptease. Donc le filtre n'est pas tout le temps efficace, mais c'est vrai que cette règle... Il y a des loisirs un peu bizarres, pardon, Monsieur X, mais bon, c'est ce qui fait son charme. Cette règle, entre guillemets, moraliste, ne plaît pas à tout le monde, parce que y a des gens qui peuvent pas continuer leur business chez Apple, donc ils préfèrent aller là où ils peuvent, entre guillemets, s'exprimer. À savoir Android, qui est beaucoup plus... beaucoup plus simple au niveau des règles. Toi qui étais un ancien responsable d'Apple, comment tu peux expliquer, toi qui connais bien la culture de l'entreprise, que Apple ait besoin sempiternellement de tout vouloir contrôler de A à Z. Certes, on en parlait, je me souviens d'une discussion avec Cédric Ingrand, qui n'est pas là ce soir parce qu'il est en route pour le Japon, et qui doit faire un gros dodo à l'heure qu'il est. Il me disait, mais attends, l'iPhone, c'est un standard informatique qui appartient à Apple, ça appartient à Apple. Et moi, j'avais plutôt la vision d'un standard informatique communautaire qui appartient aux utilisateurs aussi, qui l'utilisent tous les jours. Mais c'est là où tu rêves. Non, je sais bien. Ouais. Moi, je vais parler uniquement de ce que je connais. Il y a plusieurs raisons à l'envie de vouloir contrôler les choses. Il y en a une qui est tout à fait logique et qui est en droit de continuité de la politique marketing d'Apple. La politique marketing d'Apple, c'est d'avoir un système entre guillemets fermé et entre guillemets contrôlé, au niveau du matériel, au niveau du système d'exploitation, au niveau des logiciels. Ça permet quoi ? Ça permet d'avoir des solutions mieux intégrées, plus cohérentes et donc de meilleure qualité. Ça c'est vrai, effectivement. Et de meilleure qualité. C'est vrai que les règles sont très contraignantes en termes de développement, mais quand une application est publiée chez Apple sur l'App Store, allez, elle marche dans tous les cas, dans 95% des cas. Il y a ça veut dire quoi, monsieur, qu'une application iPhone est de meilleure qualité qu'une application Android et demain Windows 7 mobile ? Il y a beaucoup moins de déchets aujourd'hui entre les applications iPhone d'un côté, qui sont validées par Apple, et les applications Android, où moi j'ai installé beaucoup d'applications Android sur des combinés embarquant Android 2.2, il y a à boire et à manger en termes de qualité. Et puis en termes de bugs, moi j'ai lancé des applications Android qui font carrément rebooter votre smartphone, et c'était pas la fonction principale de l'application. Donc contrôler, c'est aussi permettre une meilleure intégration, une meilleure cohérence et une meilleure qualité. Et la qualité des produits et des solutions en général, c'est au cœur
de la politique marketing d'Apple. Donc il n'y a pas qu'une motivation, on va dire, de domination du monde derrière ça. Après, c'est pas une vision purement manichéenne. Après, ne rêvons pas, d'un point de vue stratégique, c'est bête comme chou. Contrôler les choses, c'est les contrôler tout court. Donc s'ils peuvent imposer leur environnement, ils en prennent pour 5 ans, 10 ans, 15 ans de santé économique insolente. Mais la motivation de base, je pense, reste d'avoir un environnement qui est cohérent et qui propose une meilleure qualité à ses clients. Ça, c'est vraiment la base. Qu'en pense le chef d'entreprise, Rodrigo, de ma vision un peu, naïve? Je crois encore une fois que Monsieur X a raison. ce qui a fait le vrai succès d'Apple, c'était d'introduire le design industriel et ce qu'on appelle en anglais la usability, l'ergonomie, à la fois dans les produits, dans les interfaces et dans les programmes. C'est ce qui fait qu'une fois qu'on a switché sur Mac, on adore le Mac et qu'on retourne sur n'importe quelle autre plateforme, on ne retrouve pas cette qualité-là. Donc c'est un avantage compétitif énorme de maintenir cela. Ils l'ont créé, ils doivent le maintenir. Alors c'est vrai, sur 250 000 apps, il y a quand même du déchet. Moi j'ai des applications très high profile qui rebootent toutes seules. Ça c'est lié à la conception d'Objective-C. C'est la programmation objet, donc il faut tout faire à la main, il faut réserver de la mémoire, il faut libérer la mémoire, et qu'on ne libère pas la mémoire, il y a des fuites mémoire, donc ça se remplit, hop, ça reboot. Donc ça, il y en a encore plein, et j'en veux pour preuve qu'il y a régulièrement des mises à jour de chacune des applications, correction de bugs, donc il y en a. Mais oui, l'avantage concurrentiel d'Apple, clairement, c'est le design, et c'est probablement la première motivation. Messieurs, un dernier mot avant de passer à vos coups de cœur sur l'arrivée de Windows Phone 7, qui est attendu pour le mois d'octobre. Comme par hasard, cet assouplissement arrive juste avant l'arrivée donc du nouveau système de Microsoft. Microsoft fait vraiment table rase du passé, avec un système qui graphiquement est très novateur. C'est un peu un qui tout double, un joli coup de poker en tout cas que fait Microsoft aujourd'hui. Est-ce que quelque part ça montre un petit peu cette attitude d'Apple d'ouvrir un petit peu les vannes, de rassurer un petit peu les développeurs? On sait que Microsoft, je le disais tout à l'heure, essaie de les séduire beaucoup. Ça montre qu'Apple s'inquiète et peut-être a plus d'inquiétude envers Windows Phone qu'envers Android. Oui, et je pense que simplement Microsoft est en train de se réveiller et ils ont beaucoup d'argent. Ils veulent les faire passer très très vite sur leurs nouveaux environnements de développement qui sont disponibles avec 2 environnements de développement, un environnement de développement sur Windows Mobile simple et puis un environnement dédié jeu. Voilà, donc la machine est en train de se réveiller et il n'est pas l'heure évidemment de perdre des développeurs en route qui, comme on disait tout à l'heure, ont été gagnés de haute lutte dans les 3 dernières années passées. Donc Apple fait gaffe, tout simplement. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir des concurrents de l'iPhone. À l'occasion de la sortie de Windows Phone 7, je vous propose qu'on fasse une émission spéciale lors de son arrivée. On aura vraiment l'occasion de décrypter un petit peu et de voir quelles sont les chances de Microsoft de faire son retard, parce qu'il a perdu beaucoup de terrain et c'est vraiment la dernière carte que joue Microsoft, c'est freudien à nouveau, sur le créneau du mobile. Messieurs, je vous propose de passer à vos coups de cœur. Donc les coups de cœur cette semaine, on va commencer par Monsieur X dans la moiteur de sa chambre. Moi je ne vois pas, il est très sombre ce soir. Quel est votre coup de cœur, Monsieur X, ce soir? Quel est ton coup de cœur? Alors mon coup de cœur, il est totalement opportuniste et en relation avec notre émission. C'est donc une application à vendre sur l'iTunes Store pakistanais. L'iTunes Store pakistanais qui illustre. Ça va être facile à illustrer les images en images, ce que tu vas demander. Ouais, mais ça va peut-être faire monter l'audience, ça va faire monter l'audience, c'est bien. Tu peux y aller, et donc Apple s'assouplit, la preuve sur l'iTunes Store pakistanais. Sans jeu de mots. Le numéro 2 des applications en vente cette semaine sur ce beau store, c'est une application qui s'appelle Orgasme Vidéo. Avec des captures d'écran suggestives et qui promet du visual sex. Comme quoi, pas de cul chez Apple, mais dans les pays qui sont loin des yeux, loin de la censure. Voilà. Voilà, comme quoi, pour les plus jeunes qui nous regardent, vous voyez, les écoles les plus prestigieuses de notre beau pays, notamment les écoles de commerce les plus prestigieuses, amènent quand même à ce genre d'extrémité. Monsieur X, on est la triste illustration. Voilà. Oui. C'est Rodrigo, ton coup de cœur cette semaine.
Je voudrais juste rappeler 3 applications magnifiques que j'utilise tout le temps dans le domaine de la musique. Moi, je paye avec grand plaisir mes 10 € par mois pour Spotify mobile. Donc j'ai toutes mes playlists du monde. Dès que j'entends un truc, je rajoute une playlist, ça synchronise. Et où que je sois, j'écoute de la musique, c'est top. Quand je m'ennuie un peu, je veux découvrir des nouveaux trucs, je lance Last.fm. C'est très très sympa. Et puis j'adore Shazam, qui me permet d'identifier un morceau quand je suis quelque part, je connais pas le morceau, de l'identifier. Voilà, donc dans mon univers musical, ces 3 applis sont indispensables. De mon côté, on me reproche souvent de ne pas parler suffisamment du Mac, donc je vais faire plaisir cette semaine. C'est un accessoire très sympa, c'est pour les MacBook et les MacBook Pro. Ça s'appelle l'Optical Bay SATA Hard Drive. C'est en fait une baie qui ressemble à une baie de lecteur de CD-ROM pour portable, qui remplace le lecteur CD-ROM original, et dedans accueille un disque SSD. Qui permet d'avoir un deuxième disque dur sous son ordinateur portable, sous son Mac en particulier, qui est un SSD pour embarquer le système d'exploitation, et éventuellement, comme c'est le cas avec celui-ci qui est en face de moi et qui est en train d'enregistrer ou faire du montage vidéo sur Final Cut Pro. Et je vous prie de croire que là, si vous faites ça, vous n'aurez pas besoin de changer de modèle, hein. Ça va plus vite qu'un Core i7. La machine est vraiment transformée, elle boot tout de suite sous macOS 10, c'est assez bluffant. Les rendus sous Final Cut sont vraiment grandement accélérés, et on le dit pas suffisamment, mais aujourd'hui le principal goulet d'étranglement d'une machine, ça sert à rien de changer la puce, c'est le disque dur. C'est un petit accessoire qui est vendu par macOS, ça vaut 59 €. C'est pas très connu, et je voulais en parler, voilà, et c'est donc fait. Merci messieurs d'avoir participé à ce déjà 33e numéro d'En refait le Mac. Voilà, on fait un grand coucou à Cédric qui doit être dans les bras de Morphée et au Japon presque déjà arrivé. Et je vous donne rendez-vous. Ohayo gozaimasu. Oui, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Au revoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.